5, 4, 3, 2, 1, top. Ça y est, c'est parti. Bonjour les Vendroux. Je dis Bonjour les Alice. Vendroux. Bonjour Alice, quel plaisir de te revoir chez toi, Oui, au bon, Mon tu beau ne vois pas canapé grand. rose. Oui, et un beau mur docteur blanc. Livre. En fait, je dis les Vendroux, mais bon, vos lecteurs qui vous connaissent bien savent pourquoi, mais les autres peut-être pas, et c'est parce que sous le nom de Jacques Vendroux se cache un écrivain qui est Jacques, là, à la droite de l'écran, et une chef d'entreprise, on dira, pour la micro-entreprise que représente l'entité Jacques Vendroux. On peut dire comme ça, c'est toute une activité. Vous avez commencé, vous étiez parmi les premiers, pratiquement le premier. Bon, il y a peut-être eu Laurent Bétoni avant vous, je sais pas. Parce que David Forest aussi. David Forest, voilà. Bon, mais bon, vous étiez vraiment le premier. Et très vite, vous avez, bon alors, Jacqueline, toi, tu t'es occupée particulièrement de tout ce qui était, on va dire, l'aspect technique, mais c'est pas le mot, c'est beaucoup plus large que ça. Et puis aussi, tu as je peux le dire, je pense pas que Jacques va s'en formaliser, que Jacqueline a un œil aussi sur ce que tu écris, parce qu'elle corrige pratiquement au fur et à mesure, non? Elle relit en tout cas assez rapidement, je sais pas, tu vas nous dire ça. Alors, vas-y. Alors, non, je ne m'en formalise pas du tout, d'autant plus que c'est justement une de nos forces, que Jacqueline puisse relire régulièrement, on va dire tous les 2-3 chapitres, ce que j'écris, le relire bien sûr en termes de correction, mais le relire aussi en tant que lectrice. Et n'hésite pas à me dire ce qu'elle en pense. Ça peut aller du c'est bien jusqu'à c'est acheté. Et à partir de ça, ça permet justement, au fur et à mesure de l'écriture, parce que j'ai une écriture qui n'est pas forcément structurée dans le déroulé de l'histoire, Oui, j'entends, oui, oui, ça oui. permet d'aller dans la bonne direction. Enfin, c'est ce qu'on espère. Oui, oui. Oui, alors, j'ai appris effectivement avec le temps à adoucir mes remarques sur, sur les romans de Jacques parce que Oui, oui. c'est pas forcément toujours très, comment dire. Bienvenue, les écrivains sont sensibles, Oui, Jacqueline, toi voilà, ouais, aussi. oui. Et puis alors des fois des chapitres où je lui disais, ben ça faut l'enlever. Alors il faut un certain temps il lui fallait un certain temps pour faire son deuil du Mais chapitre bien en sûr, question. Puis bien sûr. finalement, il en arrive en général aux mêmes conclusions que moi, c'est que tel ou tel chapitre était de trop. Donc c'est vrai que ça marche bien. Puis la notion de chef d'entreprise, ouais, j'aime bien. C'est la première fois qu'on me dit ça. Ben, c'est vrai, parce que tu sais, tu sais que les auteurs hybrides, comme vous êtes maintenant, c'est-à-dire à la fois auto-édités et édités de façon traditionnelle, en fait, on les appelle les auto-entrepreneurs. Donc, c'est bien. Les auteurs entrepreneurs, Les pardon. auteurs Oui, entrepreneurs, ouais, oui. c'est ça. Donc, Donc, je suis plutôt la partie entrepreneur et Jacques, c'est oui. plutôt la partie auteur. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà, c'est ça. Alors, donc, vous avez écrit. Alors, bon, alors, je vais osciller. Parfois, je vais dire tu, parfois, je vais dire vous. Bon, les gens Si, ont compris maintenant que quand je nous-mêmes, dis vous, nous-mêmes, on ne sait pas trop, donc voilà, et quand je dis vous, c'est pas que me mets à vous voyez Jacques, c'est que je m'adresse à l'entité, voilà. Alors donc, je vais citer en vrac, parce que j'ai pas l'ordre chronologique de parution, mais les romans que tu as écrits, et on va voir que depuis 2012, hein, ça a commencé en 2012 l'aventure, à peu c'est près, ça. ouais. Le Depuis 27 février Le 2012. 24 février 24. 2012. Ah Voilà. oui, incroyable. Donc depuis 2012, bon, ben, voilà, il y a beaucoup de choses, et ça fait seulement quoi, ça fait 6 ans. Non. Eh bien, il y a eu La Messe des Morts, il y a eu Le Sceau des Sorcières, il y a eu le Projet Anastasis, il y a eu Les Pierres Couchées, Multiplication, Au cœur du solstice, Décollage imminent bon, enfin, Décollage imminent et Les Enchères, ce sont 2 nouvelles. Donc il y a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 romans. Et il faut dire que tes romans, c'est des pavés, quoi, à chaque fois. Donc, Oui. Alors effectivement, ils sont sortis. D'ailleurs, le deuxième, Au cœur du solstice, est sorti en même temps qu'un autre blockbuster qui s'appelait Rosie Maldon, je crois. Qui nous prenait la place. Et oui, passait alors devant, comme effectivement, ça. elle sont n'a des pas fait romans exprès, qui Rosie. sont assez longs, on va dire, si on parle en mots, entre 100 et 200 000 mots. Ah oui, C'est oui, pas une oui. volonté, c'est pas une volonté à la base, c'est surtout bon, déjà c'est des romans dans lesquels je pars avec une idée assez vague de l'histoire, donc au fur et à mesure j'ai envie de raconter des choses. Et puis comme je vais passer 1 an et demi à les écrire, je m'accroche aux personnages et du coup j'ai envie de développer les caractères des personnages.
Donc, si on veut développer un caractère ou développer une histoire, on peut pas le faire en 100 pages. Ah oui, Euh, c'est Au évident. début, quand il commence un livre, il me dit toujours non, mais celui-là, il sera moins long que les précédents. Si, si, je t'assure. Puis au début, je le croyais. Et puis finalement, maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Et je l'ai encore dit il y a 1 heure. Voilà. Mais alors, bon, ça prend énormément de temps. Tu travailles en même temps. Tu as un travail. On travaille tous les deux, oui, tout à Oui, fait. oui, oui, tous les deux, oui, oui. Mais bon, c'est vrai que l'écriture, quoi, c'est incroyable. Donc, où tu trouves le temps, voilà, c'est un peu peut-être la question que je te poserai à la fin, ce sera peut-être ton secret. Tu vas tu gardes la réponse pour l'instant. Alors, tes romans ont été traduits en allemand, traduits en anglais, en italien, et puis tu as aussi 2 romans pour les enfants. Oui, de petites histoires que j'avais écrites pour un filleul et que finalement on a illustré. Enfin, on a fait appel aux bonnes volontés des enfants et aux nôtres quand il n'y avait pas assez pour l'illustrer. Bon, là, c'est plus pour s'amuser qu'autre chose. Oui, mais bon. Mais ceci étant, il y a des gens qui, cherchant des romans longs, des thrillers longs, achetés. Et donc, quelques commentaires disant j'ai été déçu, c'est quand même très enfantin. Alors, quand, quand on voit la couverture, on s'en doute un petit peu. Il y a une dame qui disait dans un commentaire je ne m'attendais pas à ce que ce soit un livre pour enfants. Bon, vu le titre, Féfé au pays des volcans. Disons que c'est le contrepoint de ce fameux. Enfin voilà, l'auto-édition, c'est ça. Ça va tellement vite de cliquer qu'il y a plein de gens Oui, qui ne tout à fait. lisent pas, quoi. Ils lisent même pas la 4e. Elle Ils n'a même pas regardé. C'est Non. plus que pas lu, c'est pas regardé. Ouais. Ben, disons qu'elle connaissait Jacques Vendroux, puis elle a cliqué, quoi. Ah ouais. Voilà, systématiquement, sans faire attention. Bon, Ça nous a fait tant mieux. Bon, c'est sympa aussi. Bon. c'est amusant. Oui. Oui, oui, c'est amusant. Et puis, il y a eu comme Jacqueline s'était occupée de tout l'aspect, enfin, a découvert au fur et à mesure, elle a presque co-créé, quoi, je veux dire, toute la façon d'organiser son travail autour de l'auto-édition et d'organiser aussi je vais dire un gros mot, son marketing. J'aime pas beaucoup ce mot, mais bon, vous savez de quoi je parle. Donc, tu as tenu un blog au fur et à mesure où tu expliquais tout. Et puis, tu as fini par en faire un ouvrage qui s'appelle Grimper vers le top 100, guide pratique, et qui est effectivement très très pratique, que je conseille à tous les gens qui veulent se lancer. C'est toujours valable. Alors peut-être qu'il y a des petites choses qui ont changé parce que ça bouge tellement vite. Mais dans l'ensemble, en tout cas, tout ce qui concerne la publication du roman, tout ce qu'il faut faire en amont pour arriver à avoir un produit qui pourra tenir le choc maintenant au milieu de toutes les auto-édités qui commencent à avoir vraiment un niveau très professionnel. Bon, je crois qu'on peut suivre ton bouquin sans problème. Alors, donc, je continue un petit peu. Une des questions qui me fascine, bon, mais on pourra y revenir aussi après, c'est quand, par exemple, l'éditeur vous a fait venir pour présenter votre roman à ses représentants. C'est quelque chose qui se pratique dans les maisons d'édition parfois. Vous êtes venus tous les deux? Oui, bien sûr. Oui. Et donc, vous l'avez présenté tous les deux, le roman. Alors que Jacques est l'écrivain officiel. Alors, comment vous faites dans ces cas-là? En fait, ça s'est passé un peu comme ce que tu as dit au début, à savoir, il a expliqué qu'on a travaillé à deux et que les romans étaient le fruit d'un travail collectif, même si l'auteur, c'était Jacques. Bon, pour présenter à proprement parler l'histoire, c'est Jacques qui l'a fait. Hein, c'est pas moi. Alors, c'est un exercice assez intéressant parce que tu as en face de toi une trentaine de personnes dans une salle qui sont déjà là depuis 2 heures, qui ont entendu plusieurs pitchs. La salle est chaude, ils ont faim. Donc il faut en 4 minutes réussir à accrocher leur attention. Et donc c'est un exercice qui est très intéressant puisqu'en fait, il faut aller directement au but, trouver les quelques mots qui vont les réveiller. C'était très intéressant. Et là, le fait d'être à deux a apporté une différence et donc un intérêt supplémentaire de leur part. Et c'était aussi l'idée des... Et du coup, ils se rappellent de vous après quand ils vont dans les librairies. Ben oui, c'est bien, c'est bien. Bon, la prochaine fois, je vais prendre ma petite sœur, mon petit frère. Oui. Et puis, alors, je pense qu'il y a une chose aussi, c'est que comme on vient de l'auto-édition, on a appris à se débrouiller. Et je pense que par rapport à d'autres, on ose essayer des choses alors un auteur standard, ça veut rien dire, hein, mais on a été amené à essayer des choses nouvelles. Et du coup, on arrive à accrocher l'attention d'un éditeur, voilà. Oui. Un petit plus, je pense. Ben oui, parce que chez les auteurs auto-édités, c'est une obligation.
Ah bah, c'est Exactement, oui, Oui, c'est homme et femme orchestre. oui, Mm. voilà. Et on n'attend pas que tout soit tout cuit dans le bec. Mais ce que je comprends aussi les auteurs qui te disent, ben, moi, mon boulot, c'est d'écrire, et Ah, l'éditeur doit faire ouais. le sien, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est des vécus qui font que. Alors, ben, puisqu'on en est au pitch, Jacques, alors donc, hein, puisque tu t'es bien entraîné, tu vas nous pitcher C'était il y a un peut-être. an. Tu vas nous pitcher Projet Anastasis. Après, on va expliquer pourquoi tu as choisi qu'on parle dans cette vidéo spécialement de ce roman-là. Projet Anastasis. Alors, Projet Anastasis, c'est un thriller. Donc ça commence, alors je l'ai écrit il y a maintenant quelques années, et l'histoire commence par un attentat à Notre-Dame de Paris. Donc voilà, je dis ça parce que les attentats, Charlie, etc., n'avaient pas encore eu lieu, sinon je l'aurais pas fait. Donc ça commence par un attentat à Notre-Dame de Paris, et un inconnu va faire un carnage dans la cathédrale. Bien évidemment, panique. Et au cours de cette panique, un enfant va disparaître. L'enfant se trouvant être le petit-fils d'un homme politique. Étonnamment, l'homme politique ne veut pas trop alerter la police parce qu'il veut pas être comme la plèbe, il veut pas qu'on parle de lui. Ceci étant, la mère, elle, est inquiète, bien évidemment, on peut l'imaginer, et elle va faire appel à un privé, donc c'est pas le métier de chercher les enfants, mais pour l'argent, il va le faire, pour retrouver son fils. Donc peu à peu, le privé, qui s'appelle Jean Le Garec, N'en va dis pas commencer à trop, mener. hein, ne spoil pas trop. Hein. Comment? Ne fais Alors, pas. non, C'est que le tout début, là. donc, bon, peu à peu, il va commencer à mener l'enquête, et il va s'apercevoir en fait que ce qui est une simple disparition d'enfant va l'entraîner au fur et à mesure dans un complot, je dirais, politique, par hasard. Et puis, comme il est curieux et comme il aime pas, on a cherché à le faire reculer, comme il aime pas ça, il va continuer. Donc, au fur et à mesure, le rythme va s'accélérer. Des gens vont essayer de le stopper par tous les moyens possibles, dont essayer de le tuer. Et il va commencer à partir dans différents pays pour mener son enquête. Il va aller en Allemagne, à Munich. Une grosse partie de l'histoire se passe en Alsace, puisque on va trouver une origine historique à ce complot. Et puis, on va passer à l'île de Malte, on va aller à Paris. Donc, c'est à la fois une balade. Quand je dis une balade, c'est plutôt une course-poursuite. Oui. Tout un fait historique. Et puis, voilà, sur la fin, la question va être, est-ce qu'il va retrouver l'enfant? 2, comment il va sortir de ce complot? Et puis 3, est-ce qu'il va en sortir vivant? Bon, et il y a quand même une histoire d'amour aussi en plus. Alors, il y a il y a Une ébauche. une ébauche. Donc, c'est Oui, quelqu'un qui est assez monolithique, assez brut de fonderie. Ça, c'est une expression d'ingénieur. Et, et qui va travailler en fait avec la tante de l'enfant, et puis qui peu à peu, malgré lui, va commencer à la trouver sympathique et à s'accrocher à elle, parce qu'ils vont mener un certain nombre d'aventures ensemble. D'accord, ok, bon, super. Alors donc, ben écoute, ton pitch, il est pas si court que ça, donc du coup, bon, ben tu as un petit peu passé en revue ce que je voulais. Voilà, je voulais te poser des questions sur les lieux. Bon, ben ça y est, tu as dit partout où on pouvait aller, Alors, mais oui, on peut reparler des lieux. En fait, il oui, y a un lieu principal là-dedans qui est l'Alsace. Alors, oui, pourquoi l'Alsace? Parce que Jacqueline est alsacienne. Et en fait, dans sa famille, il y a des gens son père est né en 1930, et donc a connu l'arrivée des Allemands en Alsace, l'occupation, etc. oui, Il m'a raconté beaucoup d'histoires. Il m'a raconté des histoires sur les malgré nous, notamment. oui. Et moi, qui suis un Français de l'intérieur, c'est-à-dire un non-alsacien, j'ai été très intéressé et j'ai découvert beaucoup de choses. Et j'ai voulu profiter de ce roman pour faire découvrir ce que c'était que les malgré nous, pour faire découvrir un petit peu. Alors, par touche, bien évidemment, Bien sûr. comment a vécu l'Alsace à cette époque-là. Et puis aussi parce que c'est un pays, une région où j'étais très très bien accueilli par ma belle famille, donc j'avais aussi envie de la mettre en valeur, parce elle est très intéressante. Ouais, Donc voilà, il y a toute une partie en Alsace, et il y a toute une partie aussi qui va se passer en 1944 dans le camp du Struthof. Le camp du Struthof, c'était un camp d'extermination. À Schirmeck, À côté de Schirmeck, voilà. Alors, à l'époque, on dit que c'est le seul camp sur le territoire français aujourd'hui, parce qu'à l'époque, l'Alsace n'était plus française. Mais c'était un camp d'extermination, donc en gros, on y rentrait, on n'en sortait pas. Oui. Et une partie de l'histoire, une clé de l'histoire se passe là-bas. Et c'est un personnage qui, dans l'histoire, a 90 ans et a vécu un enfermement dans ce camp-là,
qui va amener des pistes qui vont permettre de continuer à avancer dans l'enquête. Oui, oui, oui. C'est très intéressant, tout cette plongée dans le passé. Moi, ça me Bon, touche aussi, levure, si on mange du foie gras. Hein, oui. mais on m'a fait remarquer que mes personnages mangent beaucoup, ils sont souvent au restaurant. Et boivent beaucoup aussi. Boivent beaucoup, mais on est en France. Hein. Pourquoi c'est des étrangers qui te font remarquer ça? Alors, je crois qu'il y a eu des Français qui m'ont fait remarquer ça, et il y a eu effectivement, quand il a été traduit en anglais, oui. Il a été mis en avant par Amazon, donc du coup, énormément d'Américains l'ont lu, et il y avait des commentaires très amusants là-dessus, voilà. Dont la propension des personnages à être à table. À être à table, eh ben oui, mais c'est ce qui plaît aux Américains chez les Français aussi. Hein. C'est vrai. Alors moi, ce qui m'intéresse toujours aussi, c'est le choix des noms dans les romans par les romanciers. Alors on a Jean Le Garrec. Bon, Jean Le Garrec, c'est le héros. Hein. Bon, donc voilà. Donc d'origine bretonne, comme son nom l'indique. Voilà. Oui. On a tout de suite compris. Mais après, tu as donc des satellites qui tournent autour. Alors il y a son associé Michel Enguerrand, la secrétaire Margot Nguyen. Après, on a sa sœur et son mari, Agnès Le Garrec et Marius Baratelli. Après, on a la famille des politiciens, les Clerval. Alors bon, là, ça fait tout de suite, on est tout de suite dans une espèce d'aristocratie française. Et puis, c'est par eux, avec le côté belle famille, comme par hasard, tu vois, qu'on se retrouve chez les Alsaciens. Alors, on a des Weber. Il y a Maud et sa sœur Béatrice, je crois qu'elle s'appelle, la sœur. Oui. Ouais, Béatrice. Et il y a le fameux grand-père, Lucien Weber, dont tu viens de dire qu'apparemment, il est inspiré par quelqu'un par quelqu'un de la famille de Jacqueline, donc qui a parlé de ses souvenirs, en tout cas. Bon, plus ou moins, j'imagine. Des siens ou de ceux de ses amis, en fait. Ou de ceux de ses amis, oui, voilà. Et puis, du coup, on a un nom allemand, Stessinger. Alors là, par exemple, comment tu as fait pour... Voilà. Alors, Stessinger, il est assez amusant, parce qu'au début, je l'avais appelé Steiger. Oui. Steiger, parce que je trouvais... Alors, dans mes choix de noms, il y a deux choses. Il y a la sonorité. Oui. Pour moi, la sonorité a beaucoup d'importance. Et puis, il y a des noms aussi que je connais. Par exemple, Weber, c'était un ami alsacien de mon frère qui s'appelait Weber, et voilà, j'ai choisi ce nom-là. Marius Baratelli, c'était chercher un nom un peu corse, et c'était un gardien de foot il y a fort longtemps, qui avait joué en équipe de France, donc le nom m'est venu. Et en fait, l'allemand, j'avais choisi Steiger, parce que Steiger, c'est un nom qui claque, Franz Steiger. Oui. Et à la fin du livre, on va quand même vérifier par moment s'il n'y a pas des homonymes. Oui. Et en fait, Franz Steiger est un... Surtout pour les méchants. Surtout pour les méchants, les gentils encore. Et Hans Steiger est un chanteur, on va dire, folklorique allemand très connu. Et là, on en avait fait un bourreau SS. Oui. Donc, on s'est dit, ça va pas. Donc, une fois que le livre a été fini, le Hans Steiger est devenu Hans Stessinger. Et on a regardé, on n'a pas trouvé de Hans Stessinger sur le net. Donc, voilà, le nom a changé. C'est arrivé aussi dans mes deux précédents romans, pour deux personnages politiques. Oui. Toujours des méchants. Toujours des méchants. Bien sûr. Et en fait, j'avais pas fait exprès quand j'avais commencé, mais il s'est trouvé que ces deux noms-là sont le nom de deux personnes qui sont rentrées en politique sur des mouvements assez extrêmes. Et donc, du coup, j'ai changé les noms parce que même si c'était le hasard, je voulais pas avoir de soucis potentiellement. Ah, mais tu peux, hein, oui, il y a des gens qui portent plainte. Exactement. Oui, donc, oui. Surtout que les personnages étaient quand même certains assez pourris. Oui. Voilà. Donc, mais souvent, voilà, ce qui va faire le nom, ça va être le son. Ça va être des gens que je connais. Oui. Et c'est pas toujours facile à trouver le bon nom qui sonne bien, en fait. Oui. Moi, il m'arrive souvent de changer aussi en cours de route, comme toi. Oui. Oui. Et là, c'est drôle aussi de Jacqueline de regarder qu'il y a les mêmes personnages et pas deux ou trois noms différents. Oui, parce que ça change dans le chapitre 3, mais ça n'a pas toujours changé dans le chapitre 2, dans le chapitre 1. Donc après, il faut être sûr que ce soit cohérent. Il faut homogénéiser les noms. Mais est-ce qu'il t'arrive parfois de ne pas avoir le nom tout de suite, et puis tu mets, moi je mets XXX, et puis je me dis je chercherai le nom plus tard quand c'est pas des personnages très importants, ou est-ce que le fait d'avoir choisi le nom, tu sais que ça va déterminer chez toi tellement une identification à ce personnage, enfin ça va déjà l'ancrer dans une personnalité, donc ça va t'aider toi à en faire quelque chose de... Alors, sur les personnages principaux, en général, ils ont leur nom dès le début. Alors, à part accident, comme je viens de parler, en général, pour les personnages principaux, je cherche le nom. Et ça peut prendre effectivement, comme tu dis, un petit peu de temps de trouver celui qui convient.
Ouais. Dans la messe des morts, il a changé au bout d'un tiers de livre. Parce que je trouvais que le nom qu'il avait était trop lisse. En fait, quand on lit et qu'on a 4, 5, 6 personnages, il faut que le nom claque, sinon on les mélange. Oui. Surtout si on lit le livre en 2 jours, on s'en souvient, mais si on lit le livre en un temps assez long, il faut que le nom marque. Oui. Voilà. Oui, c'est très intéressant. Alors donc, Jean Le Garrec, Jean Le Garrec, est-ce que tu lui as mis des points communs avec toi, avec ta personnalité, ou est-ce que c'est un héros que tu aimerais être, ou au contraire, genre de type dont tu as horreur, enfin voilà. Non, alors, pour les personnages principaux, je dirais positif. Je ne m'identifie pas à eux. Alors, il y a sans doute quelques points communs, je dirais, inconscients, mais je ne me dis pas, bah tiens, Jean Le Garrec, ça pourrait être moi. À la limite, celui où peut-être j'ai mis le plus de moi, c'était le tout premier. Oui. Mais maintenant, quand j'ai un Jean Le Garrec, non, j'essaie de creuser le personnage, mais je me vois pas un jour en Jean Le Garrec. Si tu veux. Mais parce qu'il y a peut-être des aspects de Jean Le Garrec que j'aimerais avoir, c'est possible aussi. Oui. Modifier le personnage pour se faire rêver aussi. Oui, mais c'est quand même un peu un super-héros. Enfin, je veux dire, c'est. Oui. Donc, il y a quand même, chez l'écrivain, le petit garçon qui rêve du super-héros, puisque tu le mets dans. Voilà, c'est quand même pas un hasard. Mais moi, c'est pas dans ce sens-là que je voulais dire. C'est, par exemple, est-ce que il y aurait des points communs, je sais pas, des trucs idiots, tu vois. Par exemple, voilà, il aime le foie gras ou le vin rouge plutôt que le blanc. Est-ce que ça, toi, tu as tu vois, dans des petits détails de la vie quotidienne. C'est sûr que quand ils boivent quelque chose, ils vont boire de la chartreuse et du champagne ou pas de la vodka. Enfin, sur des détails, forcément, il y a des choses qu'on met. J'ai aussi beaucoup de personnages annexes basés, par contre, là, sur des personnages que je connais, des gens que je connais. J'ai des personnages annexes, je vole un petit peu des vraies personnalités pour les faire. Oh, c'est dangereux, c'est dangereux de graviter autour de toi, alors. Hein. Tu piques, tu voles les gens. Hein. Mais en général, comme je suis un garçon gentil, ce sont des personnages positifs. Les méchants se reconnaîtront. Ou alors j'ai deux collègues plus jeunes. À un moment, il y a une histoire où il y a des flics et j'ai donné le nom de ces deux collègues. Ils étaient super contents, d'apparaître. Non, mais ça, donner les noms, c'est vrai que ça fait plaisir aux gens. Mais après, qu'ils retrouvent leur personnalité, ça c'est autre chose. Mais bon, ils se reconnaissent pas forcément, les gens. Non, c'est pas la personnalité. Ce sont des pans du personnage, mais c'est volontairement que je copie pas le personnage parce que. Ou tu mélanges. C'est un mélange. Oui. Mais c'est vrai. Forcément, de toute façon, on est forcément inspiré par des gens qu'on connaît. On ne peut pas tout inventer. Non, c'est évident. Et puis, il y a des gens qui sont intéressants autour de nous et qu'on a envie, c'est des caractères qu'on a envie de mettre en avant. Voilà, maintenant, je te laisse parler. Qu'on admire, ben oui, bien sûr, il y a des gens. Alors déjà, j'ai 2 questions. Comment tu écris? Ben voilà, on arrive à la question du temps. Où tu trouves comment tu fais pour trouver le temps d'écrire, comment tu t'organises, et puis ensuite, tout de suite après, parce que je vois que tu es, comme ça m'évite de te couper, comment tu structures... Il parle tant que toi. 2 bavards ensemble, c'est terrible. Puis alors sur le Skype, il faut surtout pas que les mots se chevauchent, tu vois, c'est très compliqué. Dans la vie, on s'en fiche de se couper la parole, mais bon, là, on essaie de pas le faire. Parce qu'on est poli aussi. Bon, alors, donc, la façon dont tu organises ton temps pour trouver le temps d'écrire, et puis aussi la façon dont tu organises la structure de ton récit, si tu as une méthode et tout. Voilà, c'est un peu 2 questions qui se suivent. Alors, pour le temps, en fait, pour Jacqueline comme pour moi, c'est quand on l'a. En général, le soir, en rentrant du boulot, c'est pas toujours facile d'être créatif. Donc, ça va être plutôt, soit on va plutôt faire des échanges avec les lecteurs ou des aspects plus techniques, entre guillemets. Et puis après, pour l'écriture, ça va être le week-end, pendant des vacances, en déplacement. Alors, j'en ai un petit peu moins, mais pendant un temps, j'avais beaucoup de déplacements en train, avion. Donc là, c'était d'excellents moments pour le faire. Beaucoup dans le TGV, donc on habite Grenoble.
et j'ai régulièrement des réunions à Paris. Donc là, j'ai 3 heures pour écrire. Donc pendant 3 heures, j'écris, je recorrige, et puis après, je donne ça à Jacqueline, qui elle va refaire un travail qui est très long aussi. C'est-à-dire que la reprise du texte est très longue. La relecture et puis réécriture pour alléger les phrases, enlever les répétitions. Enfin bon, il y a quand même, ouais. Voilà, c'est un travail éditorial, oui, voilà, une correction éditoriale qui est aussi créative. Et alors ça, tu fais ça quand lui, il écrit dans le TGV, et pendant qu'il n'est pas là, toi, tu corriges ce qu'il a écrit la fois d'avant. Je le fais en général dans la semaine, le soir, puisqu'on ne travaille pas dans la même ville tous les deux, donc en semaine, on n'est pas ensemble. Donc ça, je fais ça dans la semaine, mais ça, c'est pas... Quand j'ai les chapitres au fur et à mesure, c'est assez rapide, en fait. C'est à peu près, on avait calculé, c'est 1 heure pour 2 pages, ça me prend, voilà. Et puis... on a compté qu'en fait, entre l'écriture et nos relectures communes, il y a plus de temps en relecture qu'en écriture. Oui, bien sûr. Puisque en général, quand j'écris un premier chapitre et que je le relis juste derrière, je me dis mais c'est une catastrophe. Je fais une première reprise, ensuite je passe un correcteur type Antidote. Après, je le passe à Jacqueline, qui, elle, va encore passer du temps pour alléger le texte, le rendre cohérent, etc. Oui. Le travail elle fait le travail de réécriture, en fait. Le travail d'éditrice, en fait. C'est mon éditrice. Et une fois que le livre est terminé, alors il y a de nouveau un travail éditorial dessus. Alors, ça peut être sur la chronologie, enfin pas forcément la chronologie, mais la manière dont sont positionnés les chapitres, pour donner plus de force au livre. Et puis il y a à nouveau un travail éditorial pour là éventuellement, donc ça peut être Jacques qui le fait ou moi, pour supprimer des parties qui seraient un peu, qui alourdiraient un peu l'affaire. Et encore une fois, correction orthographique, mais bon, normalement il reste moins de choses à ce niveau-là, mais il en reste toujours. Toujours. On a beau lire, relire. Bon, là, c'est vrai que le fait qu'il y ait 2 regards permet mieux de voir les fautes, moi, j'ai beau relire, c'est vrai que au bout d'un moment, je me dis, et quand finalement il y a des correcteurs qui me disent, mais il restait ça, je dis, mais c'est pas possible, comment, voilà. Il y a ce qu'on voit pas, il y a ce qu'on sait pas aussi, parce que le français, c'est quand même assez compliqué. Donc après, on le fait lire à des bêta-lecteurs pour les petites fautes qu'on n'a pas vues, puis il y a deux correcteurs, en fait, professionnels. Pour le français et tout ce qui est mise en page, tout ça. Donc, en fait, ce qu'on comprend là, c'est que finalement, le travail de structure, tu le fais un peu après avoir écrit. Alors, tu écris d'abord tes 150 000 mots et tu fais le travail de structure, c'est-à-dire couper des chapitres, changer des chapitres de place, etc., réorganiser la structure du récit. Tu le fais une fois que c'est écrit, finalement. Pratiquement, oui. Alors, un chiffre, c'est par exemple sur le dernier livre, entre la première version finale et la version qui a été publiée, on a retiré 15 à 20% du texte. Donc, quand on a un livre de 500 pages, ça veut dire qu'il y a 100 pages qui ont disparu. Quelques chapitres qui ont été rajoutés pour donner de la fluidité ou mettre le focus sur un personnage. Ça veut dire des centaines d'heures, en fait, qu'on supprime, mais parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour donner du rythme, notamment. Et puis, quand, en écrivant un livre sur 1 an et demi, on a tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc, ne pas perdre le lecteur, c'est important. Pour nettoyer aussi tout ce qui est inutile, finalement, au récit. Voilà, et c'est plus Jacqueline qui va avoir l'inutile que moi, parce que moi, quand je l'écris, je me dis, tiens, ce serait sympa de mettre ça, ce petit point de détail. Puis là, elle va me dire, ouais, en soi, c'est sympa, mais dans l'histoire, tu perds le lecteur, ou alors le rythme baisse, on a envie de poser le livre. Voilà, il y a tout ce travail-là, et qui est en fin de compte fondamental. Et un travail de deuil, du coup, pour lui. C'est dur, hein. Oui, c'est dur. Accepter de supprimer des parties, parce que... Et puis, ça va tout supprimer, parfois, ça fait mal. Hein. Tu fais un copier, tu le mets ailleurs. Non, je supprime. Non, mais tu peux le mettre dans un fichier, tout ce que j'ai coupé. Alors, juste mais on y a pensé, parce que c'est vrai que sur le dernier, il y a pas mal de chapitres comme ça. On dit, tiens, est-ce qu'on pourrait en faire un bonus? Mais après, c'est compliqué. C'est pas compliqué à mettre les fichiers ensemble.
c'est dire comment on va donner accès à ça au lecteur, etc., Pour qu'ils comprennent la logique et que tout soit relié de manière logique, c'est pas évident. Non. Donc, non. En fait, là, on est un peu dans les coulisses de l'écriture et puis voilà. ça n'a pas à apparaître au lecteur. Mais est-ce que lorsque tu coupes comme ça les choses, est-ce qu'il t'arrive aussi, du coup, d'avoir à tout retravailler, finalement, des grosses parties? Parce que le fait de couper, finalement, il y a des choses qui... Je pense que c'est oui. La réponse est oui. Oui, il y a des... Dernière fois, j'ai coupé, tu m'as fait 4-5 chapitres. Forcément, comme la suite dépendait des chapitres qui avaient été coupés, il fallait les remettre en cohérence. Oui. Donc il y a eu un truc. Alors après, couper des chapitres qui font qu'il faut refaire tout le livre, bon, non, on n'en est pas là. Ou alors c'est-à-dire que le livre est raté. Non, mais des détails, parce qu'après, on peut faire mention d'un détail plus loin dans le roman, mais en fait, on se rend compte que cette mention-là, en fait, elle appartenait à un truc qu'on a coupé. Oui, mais c'est toute la difficulté de la cohérence. Oui, et la personne qui relit, si c'est Jacqueline par exemple, elle peut très bien, dans l'intervalle, avoir complètement oublié que ça a été coupé. Tout l'intérêt aussi de le faire relire par d'autres personnes à l'extérieur, qui eux, ne connaissent pas l'historique. Qui ont un regard neuf, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment. Alors bon, on arrive au moment où je me fais le plaisir de lire un extrait de ton roman. On l'attend sans réjouir depuis. Mais oui, c'est un peu. Enfin, moi, c'est le moment que je préfère. Alors donc voilà, vous avez choisi le début du roman. Alors, l'homme s'approcha tranquillement du portail principal de la cathédrale. Il leva la tête et observa la décoration du tympan, le jugement dernier. Sous la statue du Christ, Saint Michel et le diable. Le diable, emmenant avec lui aux enfers les damnés terrifiés par le destin qui leur était réservé. Il avait passé des heures à étudier ces sculptures trônant sur la façade de l'église pour édifier le peuple de Paris et le remettre dans le droit chemin. Il revint au XXIe siècle et se retourna, insensible au charme du pâle soleil qui offrait sa douceur aux promeneurs. L'homme observa le parvis, déjà occupé par des grappes de touristes vêtus pour la froidure d'un hiver qui avait commencé dès la Toussaint. Quelques photographes amateurs se relayaient pour immortaliser la pierre, symbolisant le point zéro des routes de France. Une scène classique dans l'un des lieux les plus touristiques de Paris. Un groupe de visiteurs pressés passa devant lui et s'engouffra par la porte d'entrée du portail latéral. Il les suivit et entra. L'odeur caractéristique de la cathédrale, mélange d'encens et de vieilles pierres centenaires, ne le surprit pas. Il connaissait les lieux par cœur, et un plan précis de l'édifice religieux était gravé dans son cerveau. L'homme retira son bonnet, laissant apparaître une tignasse de cheveux d'un noir de jais. Il s'écarta de la porte et contempla la scène qui s'offrait à lui. Dans la nef, des centaines de fidèles participaient à la messe dominicale. Des touristes s'étaient joints aux paroissiens habituels et l'ensemble formait une assemblée hétéroclite. Le long des allées latérales, des visiteurs déambulaient silencieusement, veillant, pour la plupart d'entre eux, à ne pas perturber la cérémonie en cours. Ils s'arrêtaient au hasard des statues. Certains feuilletaient un guide à la recherche de découvertes culturelles, d'autres photographiaient tout ce qui se passait devant leur objectif, des bas-reliefs, des vitraux, ou même le prêtre en train de célébrer la messe, ferait le tri en rentrant chez eux. Un dimanche ordinaire à Notre-Dame de Paris. Pas si ordinaire en fait, car Alpha était là. Il attendait ce moment depuis des semaines. Alpha aimait son nom de code. C'est lui qui l'avait choisi. Le loup Alpha, chef de meute qui savait aussi chasser en solitaire. Tout ce qui le caractérisait. Il vivait pour son groupe, mais aimait être seul. Un léger frisson, aussitôt contrôlé, le parcourut quand une soliste entonna dans le chœur l'Ave Maria de Gounod. Pas besoin d'être religieux pour apprécier cette œuvre. Il sourit intérieurement. Il ne pouvait rêver d'un meilleur décor. Avec son pantalon de toile, ses chaussures de marche et sa veste matelassée, il ressemblait à n'importe quel curieux venu visiter l'église multicentenaire. Il s'éloigna dans un recoin discret qu'il avait repéré lors de son dernier passage. Il était maintenant hors de la vue des quelques gardiens qui s'efforçaient de filtrer d'éventuels visiteurs indélicats. Alpha fit lentement glisser le sac qu'il portait sur le dos et le déposa à ses pieds. Il réfréna son impatience. Il devait encore attendre quelques minutes.
Un étrange ballet animait l'église. Les fidèles s'approchaient de l'autel où plusieurs prêtres leur distribuaient la communion. Alpha regarda le défilé de ces hommes et femmes, inconnus et de toute nationalité, qui tendaient vers le même but, à la fois somptueux et ridicule. Tous ces gens qui ne juraient que par leurs biens de consommation se nourrissaient de leur égoïsme et avaient en même temps besoin de croire en leur Dieu. Qu'ils assument la société de déchéance qu'ils avaient créée et dans laquelle ils se vautraient tels des porcs dans leur fange. Il inspira une large goulée d'air et calma l'énervement qui le gagnait. Garder toute sa lucidité pour les minutes qui allaient suivre, se concentrer sur la mission. Tel un mantra, il se répéta plusieurs fois cet objectif. Alpha enfonça la main dans son sac. Le contact froid qu'il rencontra provoqua en lui une vague d'excitation. La procession allait bientôt toucher à sa fin, et les dernières notes de l'Ave Maria, d'une pureté parfaite, résonnaient sous les hautes voûtes de la cathédrale. La fête pouvait commencer. Sa fête. Génial. Je suis régalée. Très bien, ça me donne envie de le relire. Là. Ça m'a donné des frissons. Ah, bah, génial. Alors, bravo. Ça éclaire toujours autrement quand Oui, c'est lu à voix haute. Que ce soit, enfin récemment j'ai fait une lecture à voix haute devant un public, même quand moi je le lis un de mes romans, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est un roman de quelqu'un d'autre en fait. Donc en fait, je pense que c'est la lecture à voix haute qui éclaire différemment les mots, les phrases. Complètement. D'ailleurs, peut-être les tiens aussi, tous les romans qu'on a écrits ont été lus par Audible Et Ils sont disponibles en version audio. Et c'est quelque chose qui commence, je pense, qui va marcher. Alors au départ, tu sais, c'était juste pour les personnes malvoyantes. Oui. Et maintenant, il y a de plus en plus de gens qui veulent les découvrir en lu, comme tu viens de faire, plutôt que raconter plutôt que directement. Mais moi, mon frère qui passe beaucoup de temps aussi dans les transports en commun, voilà, lui, ce qu'il aime, c'est regarder le paysage et en même temps écouter un roman. D'accord. Donc c'est vraiment un plaisir, un autre plaisir. Hein. C'est pas un problème de Dieu, c'est vraiment un problème de. Enfin, c'est pas un problème du tout, c'est un plaisir supplémentaire. Donc, je voulais que Jacqueline nous parle un petit peu du côté éditorial de votre aventure. Tu veux dire par rapport aux maisons d'édition? Oui, c'est-à-dire par rapport à comment vous avez évolué, auto-édition, édition traditionnelle. Où vous en êtes un petit peu maintenant et quels sont vos choix d'avenir éditoriaux? Écoute, donc pendant 4 ans et demi à peu près, enfin 4 ans en tout cas, on a publié en auto-édition avec un bon succès. Donc pendant ces 4 ans, on a été approché par Amazon Publishing, tout comme toi d'ailleurs, hein, qui a traduit deux des livres. Mais ça, c'était côté américain. Oui. Et par contre, côté français, c'était calme plat, alors que d'autres auteurs qui avaient bien marché, a priori, étaient approchés par des maisons d'édition, mais pas nous. Bon, c'était un petit peu vexant, mais en même temps, bon. Non, je pense que ça tient bizarrement au fait que tes romans sont de grande qualité, mais c'est des gros pavés, tu vois, c'est des gros morceaux, c'est pas quelque chose qui se consomme facilement. Et je crois que beaucoup d'éditeurs qui approchent les auto-édités cherchent des romans qui vont se lire vite, qui vont être plus dans le feel good, enfin, etc. Bon, du thriller aussi, mais du thriller plus rapide à lire, voilà. En réalité, donc les premiers qui nous ont approchés, donc c'était au bout de 4 ans et demi, pensaient qu'on avait déjà signé avec d'autres et étaient tous surpris de savoir qu'ils étaient les premiers à nous approcher parce qu'en fait, pour eux, c'était déjà fait depuis longtemps. Oui. Donc, alors excuse-moi, je te recoupe. Ça, alors, c'est votre faute, c'est parce que vos couvertures sont trop professionnelles. Oui, c'était pas le cas au début. Hein. Mais donc, bon, ça fait longtemps qu'effectivement, on voit vos couvertures, voilà, c'est le sentiment de romans qui sont édités, quoi, voilà. Et donc au bout d'un moment, on nous a fait quand même plusieurs propositions, et puis tout est arrivé en même temps, en fait. Et puis des belles maisons d'édition qui sont arrivées avec des propositions intéressantes. Alors plus ou moins intéressantes, puisque vu notre parcours, on avait quand même certaines exigences. Il y a des choses qu'on n'était pas prêt à lâcher ou qu'on n'avait pas envie de voir se transformer par rapport au modèle que nous, on avait mis en place. En particulier des livres numériques pas très chers.
alors que dans beaucoup de maisons d'édition, les livres numériques sont vendus entre 10 et 15 euros. Donc ça, nous, on n'était pas du tout d'accord. Donc ça nous a amené à refuser une proposition parce qu'on n'était pas prêt à voir les ventes s'effondrer parce que le livre numérique était trop cher. Et donc, après quelques discussions, on a fini par signer, enfin c'est Jacques qui a signé, avec, d'un commun accord. Oui, d'un commun accord avec Robert Laffont, donc pour la publication de Projet Anastasis, donc le livre qui a été pitché aujourd'hui, qui va paraître la semaine prochaine, donc je ne sais pas quand on va paraître, le 14 juin en tout cas, en poche. Oh super, nous, l'interview sera publiée le dernier samedi du mois de juin. Donc ça fera une dizaine de jours que votre roman sera sorti, donc c'est parfait. Voilà. Génial. Qui est paru aussi en anglais, donc par Amazon Publishing, et puis en audio avec Audible. Donc on a signé avec eux pour celui-ci, et puis directement pour un deuxième, Le Sceau des sorcières, qui est paru en novembre dernier. Oui, que j'ai lu aussi, qui est magnifique aussi. Alors là, il y a des scènes même un petit peu pimentées, on va dire, parce que ça se passe dans un milieu. Je me suis dit, oh là là, les Vendroux, ils sont échangistes. Ça sera en off. On en discutera tout à l'heure si tu veux. On est prêt ce week-end. Tu blagues. Il y a beaucoup de recherches, mais pas forcément en live, quoi. Ça peut être encyclopédique aussi. Non, mais c'est un beau roman avec encore une incursion dans le passé, mais alors là, ça va jusqu'au Moyen-Âge et Alors, vos projets, donc éditoriaux, on a compris que Robert Laffont va sortir encore Le Sceau des sorcières à la rentrée. Il va sortir Le Sceau des sorcières, il va sortir Au cœur du solstice. Puis bon, donc on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais bon, a priori, il n'y a pas de raison que ça continue pas pour le moment. Nous, dans la logique, on cherche à rester avec le même éditeur, à construire une aventure ensemble. Bien sûr. On n'a pas envie d'aller de l'un à l'autre. Bien sûr, vous avez raison. Bon, après, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison de changer. On ne sait pas de quoi demain sera fait, on verra bien. Non, mais vous avez construit ça sur un socle qui est solide et donc il n'y a pas de raison que ça. Voilà. Puis c'est une maison solide aussi. C'était aussi une des raisons du choix de cette maison, c'est qu'ils nous proposaient une aventure sur plusieurs titres en fait, pas seulement sur un titre unique. Et c'est pour ça que c'est ce qui nous a fait pencher pour eux. Oui. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis bon, le fait de quand même lâcher les choses, de lâcher les rênes, il manque le petit piment qu'on a en auto-édition. Donc là, le dernier roman, pour le moment, il est paru uniquement en auto-édition. Puis ça nous a fait plaisir de retrouver les petites joies du top 100, le petit pincement au cœur au moment de la publication. Donc, je pense qu'on va toujours essayer de garder un petit peu un pied plus ou moins grand, mais dans l'auto-édition. Mais oui, je comprends. Oui. C'est un bonheur particulier, vraiment, qu'on peut éprouver que si on l'a fait, quoi, en fait. Et alors, rappelle-nous le titre de ce dernier. Le dernier s'appelle La Messe des Morts. Il est disponible uniquement sur Amazon pour le moment. D'accord, très bien. Jusqu'à ce que ça change. Pour l'instant, il est là, mais c'est bien d'être partout, je crois. Alors, exactement. On est tous les trois des anciens, entre guillemets, de ce milieu-là, toi encore plus que nous. Et en 6 ans, ça a tellement changé qu'il faut toujours être prêt à bouger. Nous, c'est la conclusion qu'on en a tirée. Rien n'est figé, même sur 2 ou 3 ans. Où en sera l'auto-édition, l'édition dans 2 ou 3 ans, je pense que... Non, on ne sait pas. On sait pas. Est-ce que l'auto-édition va continuer à monter? Est-ce que le numérique va continuer à monter? On ne sait pas. Donc voilà, il faut être prêt à saisir les opportunités, tout en gardant, bien sûr... une certaine fidélité à des valeurs, mais... Et puis essayer des choses, c'est aussi ce qui est bien dans l'auto-édition et du coup qu'on a étendu au reste, c'est essayer. Oui, expérimenter, moi j'adore aussi. Si ça marche, c'est très bien, si ça marche moins bien, tant pis, on aura eu le plaisir d'essayer des nouvelles choses et ça fait partie, on fait ça nous pour se faire plaisir. Alors, en disant ça, je fais un peu footballeur avant un match, mais se faire plaisir, c'est vraiment important. Quand on se fera plus plaisir, je pense que naturellement, ça va s'arrêter.
Ça va Voilà, nous, pour on a ralentir. la chance d'avoir un métier à côté qui nous fait vivre. Donc, nous, là, c'est ce qu'on fait là, en édition et auto-édition, c'est vraiment pour se faire plaisir. Donc, après, effectivement, ce qu'on y gagne, c'est bien aussi, hein, mais on va pas cracher dessus. Oui. Mais c'est pas le but premier non plus, quoi. Non, oui. Non, puis on se sent vivant quand on expérimente toujours des nouvelles choses. Donc c'est une Exactement. découverte, c'est voilà, c'est vraiment super. Une exploration d'un monde parce que tout ce paysage éditorial est en pleine mouvance complète. Et je croise tous les jours des auteurs qui comprennent pas de quoi je leur parle. Ils ne comprennent pas, Ils n'arrivent pas à comprendre comment ça marche. Notre éditeur est toujours très surpris et intéressé par ce qu'on propose. Et oui. Voilà, ça peut être des articles sur le blog de Jacqueline, ça peut être des petits trucs en vidéo, qui effectivement, comme tu dis, qui n'est pas dans leur ADN. Oui. Et je pense qu'il est en train de changer aussi chez certains, avec des renouvellements de personnes. Oui. Mais c'est vrai que l'impression qu'on a, c'est que c'est une grosse institution, l'édition traditionnelle, avec beaucoup de belles choses, mais un mouvement qui est plus lent que quand on est tout seul, bien évidemment, par la force des choses. Oui, forcément. Et puis, il y a certains éditeurs, bien sûr, qui se rendent compte et qui veulent être dans le courant. Donc, eux encore, ils s'adaptent. Mais parmi les auteurs, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux mondes, quoi. Il y a ceux qui, finalement, ne connaissent que cet aspect numérique, qui ont même pas idée de ce que c'est l'édition traditionnelle. Et voilà, ils se lancent tout de suite là-dedans, et des jeunes, donc voilà, ils connaissent que ça, et alors ils fonctionnent beaucoup sur les réseaux et tout ça, tous ceux qu'on connaît. Et puis il y a tous ces auteurs qui, eux, ne sont que dans l'édition traditionnelle, et qui, comme je te dis, quand je leur parle de mon parcours, par exemple, ils comprennent pas de quoi je parle, quoi. Voilà, on a vu ça aussi. Oui, ils sont intéressés, hein, ça les intéresse, mais au bout d'un moment, je sens que ça leur donne le vertige. Et comme il y avait deux planètes, en fait, ou comme si à côté d'eux, ou de l'autre côté d'un ravin, il se passe des trucs, et puis eux, ils peuvent pas plonger parce qu'ils ont peur de tomber dans le ravin, quoi, voilà. Donc c'est... Ouais. Récemment, on a discuté avec quelqu'un du monde de l'édition, donc ça se passait au Salon de Limoges, qui nous expliquait, nous, en tant qu'auteurs, ce qu'il fallait faire pour se faire connaître des lecteurs. Alors bon, on a dit oui, poliment, mais en réalité, c'est des choses qu'on fait depuis le début, et donc il nous a rien appris, quoi. Oui. Même à la rigueur, nous, on aurait pu lui raconter des choses pour rendre plus efficace ce qu'il disait. Donc c'était assez étonnant. Oui, mais il y a des gens comme ça. Alors moi, ça m'arrive parfois dans les salons, effectivement, des auteurs qui très gentiment veulent me rendre service et qui m'expliquent effectivement que je devrais plutôt faire des flyers comme ça que comme ça, ou que je devrais plutôt aller sur les réseaux sociaux faire ça. Et bon, effectivement, je fais comme vous, je suis très polie, je dis ah oui, c'est bien, c'est intéressant. Puis, mais bon, non, parce que en plus, outre le fait que je suis très bavarde et que si je commence à leur expliquer, on va en avoir pour 2 heures, et après j'ai toujours l'impression de radoter, de raconter toujours la même chose. Mais en plus, je me dis, bon, il y a un gouffre, quoi. Voilà. Et puis on a parlé de plaisir tout à l'heure, mais on a parlé de travail aussi avant. Et c'est vrai que pour les gens qui sont habitués à avoir une maison d'édition, être auto-édité, faire son marketing, parce que pour moi, c'est pas un mot grossier, être en contact avec les lecteurs, parce que c'est aussi ça qui est l'essence. Eh bien, ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps, donc ça veut dire que c'est du travail qu'on aime faire. Plus, oui. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui voient ça de loin et qui disent non, je peux pas. Non, oui. Oui, chacun son. Et nous, on a une chance, c'est d'être à deux. Dire, oui. Si j'étais seul, de toute façon, le premier roman serait jamais sorti, donc les autres non plus. Et puis, le travail est partagé. Bien sûr. Il y a beaucoup de travail. Et je pense que globalement, Jacqueline en fait, si on compte les heures, doit en passer plus que moi. Et puis, on se motive tous les deux. Voilà, oui, bien sûr. C'est génial. Puis si dans un couple, j'imagine que c'est aussi un moyen, d'autant plus que vous avez dit que la semaine, vous n'êtes pas ensemble, de garder un contact, de partager des choses. C'est sûr, c'est super de continuer à vivre une aventure ensemble, même quand on est un couple établi depuis de nombreuses années. Je le dis parce que vous avez des grands-enfants. Donc voilà, et une fois que l'aventure des enfants est finie, c'est bien d'avoir une autre aventure ensemble. Et vous en avez eu,
Voilà, bon, ben, on va peut-être s'arrêter sur ces mots de vie qui sont très bons. On est passé des enfants aux romans. Les romans, c'est des petits-enfants aussi, hein. Et voilà, bon, ben, je vais vous dire au revoir et merci. Au revoir, Au revoir Alice, Alice, merci pour ton accueil chez toi. et merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout, hein. Ah bah, il va y en avoir, il y en a toujours, il y en a toujours. Et puis, bon, ben voilà, ben, à la prochaine, au prochain salon. Allez, je coupe la vidéo À déjà. très bientôt.